Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de l'Association des économistes québécois. Je me présente Sophie Barma, je suis membre du CA de la section de l'Outaouais, qui est très fière aujourd'hui de vous présenter cette conférence sur le thème du commerce international, les conséquences de la COVID-19 sur le commerce, mais aussi ce qui nous attend après la crise actuelle. Pour discuter de ce sujet, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir M. Richard Ouellette. Monsieur Ouellette a une feuille de route très touffue. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter certains éléments de cette feuille de route. Donc, Monsieur Ouellette est professeur titulaire en droit international économique à l'Université Laval. Il est avocat et doctorant en droit et spécialiste des questions relatives aux accords commerciaux et à l'OMC. Questions sur lesquelles, d'ailleurs, plusieurs de ses travaux de recherche s'articulent. Évidemment, les ministères et organismes font régulièrement appel à son expertise et on le voit souvent dans les médias pour nous éclairer sur des sujets entourant le commerce international. La présentation de M. Ouellette sera suivie d'une période de questions. J'invite ceux qui ont des questions à les écrire dans le clavardage, mais si vous souhaitez directement poser une question à M. Ouellette, vous pouvez l'indiquer en disant, par exemple, question orale et Guillaume, celui qui s'occupe un peu de la technique en arrière, vous donnera la parole et ce sera un peu plus interactif de cette façon-là. Sur ce, la parole est à vous, M. Ouellette. Bon, alors, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vu la liste des participants et puis je suis très content de voir la liste. Beaucoup d'anciens étudiants, alors ça me dit que je ne les ai pas trop ennuyés quand ils étaient dans ma classe. Beaucoup de gens aussi qui ont des parcours superbes. J'ai reconnu un certain nombre de noms. Je voudrais commencer donc en faisant un certain nombre de remerciements. D'abord à l'Association des économistes québécois, à Mme Sophie Barma pour la tenue de cet événement. Également Guillaume Nolin qui a participé aussi à la préparation de l'événement. Donc, merci à tous ces gens-là. Je voudrais aujourd'hui, dans la présentation, viser peut-être un peu trois objectifs. D'abord, souligner à grands traits un certain nombre de tendances qui se dessinaient déjà avant la COVID et qu'on va revoir après la COVID. Je voudrais aussi relever des tendances que la COVID, au plan économique, au plan commercial, pourrait amener ou renforcer, parce qu'il y a de ces éléments-là. Je voudrais aussi soulever ou mettre en relief un certain nombre de grandes questions qui restent encore sans réponse et pour lesquelles on va essayer de voir venir les choses. Mais je veux commencer par une note un peu d'humilité. Je ne veux pas aujourd'hui jouer le rôle du gourou ou avoir l'air de la personne qui a les réponses à toutes les questions, surtout pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je veux simplement dépeindre les choses telles qu'elles sont. Donc, essayer de faire voir là, comment, à quoi on peut s'attendre pour l'avenir. Là, je pense que j'ai perdu le contrôle de mon PowerPoint. Oui, je pense qu'on voit votre écran seulement, pas votre PowerPoint. Voyons, mais j'ai touché à rien. Attendez un peu là. J'ai touché à absolument rien. Continuez, M. Ouellette, je vais trouver un moyen de le mettre. OK, attendez, peut-être que j'ai... Comme ça? Est-ce que c'est bon? Bon, alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bon? Est-ce qu'on voit le plan de la présentation? De mon côté, je pense que c'est correct. Sophie, est-ce qu'on voit le plan de la présentation? Oui, on confirme qu'on voit bien la présentation. Désolé, allez-y. OK, merci. Ce que je veux faire, donc, d'abord, vous montrer un peu ou relever, pointer du doigt les mouvements pré-COVID. Il y en a 6 que j'ai identifiés et que je veux discuter avec vous. Donc, la crise qui sévit à l'OMC, la multiplication des accords commerciaux régionaux, le managed trade, ou ce qu'on appelle le commerce géré. Plusieurs prétendent qu'on est sorti de l'ère du libre-échange.
Il y a ensuite, évidemment, le phénomène d'allongement des chaînes de valeur et la smile curve que vous, les économistes, vous connaissez bien. Je n'aurai pas à vous l'expliquer. Il y a ensuite un élément plus d'actualité. On va espérer qu'il soit moins d'actualité après les élections aux États-Unis, les guerres tarifaires. Ensuite, le commerce numérique et le commerce en ligne. Deux éléments d'ailleurs qu'il faut distinguer. Je vais relever trois tendances qui sont amenées ou qui sont renforcées par la COVID. Une nouvelle forme de protectionnisme qui s'appelle le précautionnisme. On va parler du raccourcissement des chaînes de valeur globales. Hein, elles seront moins globales. La lutte au chômage et l'achat local et national, puis un certain nombre de grandes questions que je relirai avec vous tout à l'heure. Donc, parmi les tendances qui existent déjà, qui sont pré-COVID, si on veut, il y a évidemment la crise du multilatéralisme à l'Organisation mondiale du commerce. La grande organisation qui compte 164 pays est en panne depuis un certain nombre d'années et cette panne-là tend à s'accentuer avec le temps. Les choses ont peut-être commencé à mal tourner. Certains disent au moment où on a admis la Chine à l'OMC en 2001, d'autres disent c'est à la conférence ministérielle de Cancun en 2003 où on est passé à un cheveu de renouveler les accords de l'OMC, mais il y a un groupe de pays en développement qui a fait blocage et ça a beaucoup choqué l'administration américaine à cette époque-là, qui a décidé de ne plus mettre ses œufs dans l'OMC, mais de les mettre dans les accords commerciaux régionaux. Donc, la conférence de Cancun a peut-être été un élément catalyseur, un événement qui a changé le cours des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'OMC? On a une organisation qui vit une crise à trois volets. D'abord, on n'est pas capable de faire évoluer les négociations commerciales du cycle de Doha, qui sont les négociations qui devraient normalement permettre de renouveler les accords de l'OMC. Et ce grippage-là des négociations est probablement dû au fait que, d'abord, il y a une grande variété d'États, les intérêts sont extrêmement divers, mais au plan structurel, au plan institutionnel, l'OMC a ce qui a été une force pour elle et qui est maintenant devenu un obstacle ou un frein, c'est qu'on ne s'entend dans les négociations que quand il y a consensus et engagement unique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait consensus, que tout le monde soit d'accord, et engagement unique, on signe un seul bloc de texte, et tant qu'il reste un élément dans les blocs de texte pour lesquels on ne s'est pas entendu, il n'y a pas d'accord du tout. En clair, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur tout à la fin d'une conférence ministérielle. Sinon, c'est l'échec de la conférence ministérielle. Et à l'OMC, il y a eu multiplicité de crises comme ça, multiplicité d'échecs de conférences ministérielles depuis le temps. Les choses vont encore plus mal depuis, évidemment, que les États-Unis et la Chine s'échangent des griefs. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec un tas d'éléments de la politique commerciale chinoise. Et la Chine, elle, dit « Je suis entré dans un système que vous avez conçu, duquel vous avez écrit les règles, je joue votre jeu et vous devez accepter les conséquences de ça. » Les deux ont leur tort, à mon point de vue. Les deux ont des visions un peu trop fermées et les deux commencent à jouer des bras et à faire valoir qu'ils sont devenus la grande puissance commerciale dans le monde. Et l'OMC est un peu au milieu de ça. Et donc, le multilatéralisme, donc cette capacité de prendre des décisions économiques à 164, est complètement paralysée. Ça, c'est un élément pré-COVID, mais qui s'accentue, qui s'est accentué avec Trump, qui s'est accentué un peu avec le repli sur soi des économies avec la COVID. Donc, à quoi est-ce qu'on a assisté? On a assisté à une multiplication depuis le début des années 2000 des accords commerciaux régionaux. Et donc, chaque pays est dans une course pour signer des accords de libre-échange et imposer aux autres son modèle d'accord de libre-échange. J'ai mis ici trois photographies. La première représente l'entrée de la Chine à l'OMC. Quand on a vu l'entrée de la Chine à l'OMC, on s'est dit « Oh, ça va être compliqué de faire des accords avec le consensus maintenant. On va se tourner vers autre chose. » Alors, la Chine signe ses accords régionaux. L'Union européenne, dont on voit les drapeaux, signe ses accords régionaux d'après un certain modèle. Un modèle qui allie un peu l'intégration politique à l'intégration économique. Et vous avez le symbole du représentant américain au commerce, le USTR. Vous voyez son texte là au centre, là, juste en dessous de l'aigle. Le représentant américain au commerce, ces années-ci, sous Trump, c'est Robert Lighthizer. Les États-Unis signent des accords de commerce
qui ont une forme particulière, qui sont particulièrement agressifs, où on fait baisser les barrières au commerce, mais on ne veut pas d'intégration politique, on ne veut pas de prise de décision commune du tout. On veut simplement abaisser ce qui empêche le commerce de circuler librement. Donc, il y a des modèles qui se font compétition. Et on voit que les accords commerciaux régionaux se multiplient, et se multiplient vite. Et la carte que vous avez là, pardon, le graphique que vous avez là est tiré du site de l'Organisation mondiale du commerce, et il date de l'été, de septembre 2020. Et vous voyez que la courbe ne baisse pas. Même dans les dernières années, où on a pensé que peut-être à cause de l'arrivée de Trump, chacun serait un peu sur son quant à soi depuis 2017, ou alors on s'est dit à partir du moment où la Chine et les États-Unis se font concurrence, ça va être embêtant de signer avec l'un ou l'autre ou d'aller vers un troisième modèle. Pas du tout. On voit que les courbes restent assez ascendantes depuis 2001. Elles sont encore ascendantes. Bon, vous voyez peut-être un léger fléchissement dans la dernière année ou les 2 dernières années, mais les accords commerciaux régionaux, il y en a maintenant des centaines. Il y en a près de 500 notifiés à l'Organisation mondiale du commerce. Il y en a d'autres qui sont des renouvellements d'accords, mais on peut compter qu'il y a en cours en ce moment plusieurs centaines d'accords commerciaux régionaux de par le monde. Et donc ça fait, en termes de système, ça fait concurrence à l'Organisation mondiale du commerce et ça met un peu en concurrence des zones d'intégration régionale. Avec pour résultat ce que vous voyez ici, ça aussi c'est tiré du site de l'Organisation mondiale du commerce, ça date de mars. On est tombé dans ce qu'un grand économiste que vous connaissez sans doute qui s'appelle Jagdish Bhagwati, qui est d'origine indienne et qui est américain maintenant. Jagdish Bhagwati disait on va tomber dans un spaghetti bowl, un bol de spaghetti. Et chaque ligne que vous voyez est une relation de libre-échange entre deux pays qui ont un accord. Et on va finir par arriver dans une espèce de grand bol où on ne s'y retrouvera pas. Quand vous êtes en affaires et que vous faites affaire avec 32 pays et que sur 32 pays, ben, il y a, je ne sais pas moi, une douzaine d'accords de libre-échange différents à prendre en considération quant aux conditions des échanges, ça ne simplifie pas les choses. Et là, on tombe à côté de ce que le système multilatéral de l'OMC voulait créer, c'est-à-dire un socle juridique commun avec des règles uniformes pour tous. Donc, on est loin de ça maintenant. Alors, on est dans le spaghetti bowl et cette théorie-là de Jagdish Bhagwati, qui date de plus d'une vingtaine d'années, elle est revenue complètement pertinente dans l'agenda d'aujourd'hui. Un autre élément qui influence le commerce international et dans lequel on est entré maintenant, c'est ce qu'on appelle le commerce géré ou le managed trade. Quand on signe des accords régionaux, on signe quelque chose qui ressemble davantage à un contrat qu'à une loi. Je m'explique. Quand on est à l'Organisation mondiale du commerce et qu'on est 164 à signer le même accord, on essaie d'avoir quelque chose qui va uniformiser les comportements, uniformiser les politiques commerciales. Et ça, quand on cherche à uniformiser les comportements, on signe une loi. Quand nos gouvernements signent des lois, c'est qu'on veut que tout le monde se comporte de la même façon. On indique le standard de comportement pour tout le monde. Et si vous êtes en dessous du standard, vous allez être puni. Alors, si vous êtes au-dessus, il y a rarement des récompenses, mais si vous êtes en dessous, vous êtes puni. C'est dans cet esprit-là qu'on signe des accords à 164. Mais quand on signe un accord à 1 contre 1, ou à un groupe de 3 pays, comme dans l'Amérique du Nord, l'ASEAN, Canada, États-Unis, Mexique, ou à 2, Canada, Europe, ou à 12, vous signez davantage quelque chose qui ressemble à un contrat, à un échange de prestations. Tu vas ouvrir ton marché du fromage, je vais ouvrir mon marché des assurances. Tu vas ouvrir ton marché agricole des céréales, je vais ouvrir mon marché automobile. On est davantage dans l'échange de prestations et dans le contrat. C'est un autre esprit de signature. Donc, dans les nouveaux accords régionaux, les États cherchent surtout à contrôler les flux de commerce. Et ça se voit beaucoup en matière agricole, ça se voit dans le commerce électronique, dans l'acier, les ressources naturelles en général, l'automobile. Et on voit même un autre phénomène encore plus fort que ça. On assiste à des accords, parfois, qui ne portent que sur des secteurs d'activité bien précis. Les États-Unis, par exemple, ont un accord sur le commerce électronique avec le Japon. Ce n'est pas un accord de libre-échange global du tout. C'est un accord de libre-échange limité au commerce électronique. Les États-Unis ont signé des accords avec la Chine, des accords extrêmement partiels qui vont à l'encontre de l'article 24 du GATT,
qui prévoit des contingents de soya en échange d'une baisse de tarifs douaniers, ou des contingents d'une autre céréale que la Chine s'engage à acheter, puis en contrepartie, les États-Unis offrent autre chose. Donc, on est dans des accords qui visent des secteurs précis et des produits précis. Ce qui va, encore une fois, à l'encontre de l'esprit du libre-échange qu'on avait mis en place pendant un demi-siècle, où on disait, quand on ouvre les marchés, on essaie d'intégrer nos marchés de façon la plus complète possible. Donc, on est vraiment dans un tout autre esprit où les États veulent contrôler les flux de commerce, et c'est ce qu'on appelle le managed trade. Un autre phénomène auquel on a assisté relativement récemment, là, sur un plan historique, et qui va influencer la suite des choses, c'est l'allongement des chaînes de valeur globales. Alors, je ne vous apprends rien, vous êtes des économistes, vous êtes meilleurs que moi sur ces enjeux-là, mais les chaînes de valeur globales, vous voyez ce que c'est. C'est la fabrication d'un produit, un produit à haute valeur ajoutée qui demande beaucoup de transformation, qui se fait en plusieurs étapes, et on va produire ce produit-là, cette marchandise-là, dans différents pays. Alors, les étapes, je ne sais pas moi, 1 et 2 vont se faire dans un pays, les étapes 2, l'étape 2 dans un deuxième pays, les étapes 3 et 4 dans un autre, ainsi de suite. Il y a des produits, par exemple les avions, les automobiles et certains équipements informatiques qui sont produits parfois dans un très grand nombre de pays, jusqu'à ce qu'on arrive au produit fini qui est mis à la disposition du consommateur. Donc, il y a eu une immense augmentation dans le dernier quart de siècle à peu près du commerce des produits intermédiaires. Et ça, évidemment, ça a une immense influence sur l'économie mondiale parce que ce qui, finalement, est la source d'un vrai profit là, en bout de piste, c'est le produit fini payé par le consommateur. Et tout ce qui est dans la chaîne de valeur globale influence le prix final. Et il y a eu une course à la baisse des prix, mais cette course-là à la baisse des prix entraîne d'autres courses. Bien, évidemment, vous aurez compris que quand on est en matière de marchandises et que le commerce des produits intermédiaires a monté en flèche, bien, c'est beaucoup plus de CO2 qui est émis. C'est beaucoup plus de compétition entre les marchés, entre les gouvernements pour attirer de la production et créer de l'emploi chez eux. Maintenant, il y a un autre phénomène parallèle à celui-là qui a influencé le cours des choses. C'est la fameuse Smile Curve dont vous voyez le dessin ici, de Stanchi Smile Curve, où on a commencé à voir clair et à se rendre compte que quand on envoyait certaines étapes de fabrication dans certains pays, on envoyait les étapes qui supposent le moins de valeur ajoutée, donc les éléments les moins payants. Si je veux rattacher ça peut-être à des éléments d'actualité que vous allez saisir tout de suite, quand Donald Trump dit qu'il faut qu'on rapatrie des emplois qu'on a exportés vers la Chine et vers le Mexique, bien, c'est des emplois du bas de la courbe qu'on essaie de rapatrier. Parce que des entreprises comme Apple, la californienne Apple, fait sa conception, donc les éléments payants du début de la courbe, et fait sa mise en marché à la fin de la courbe. Ces éléments-là, elle les fait déjà en territoire américain. Il y a des bouts où on va chercher les ressources naturelles, où on va faire les étapes de manufacture, qui sont les étapes pas payantes. Donc, rapatrier ces emplois-là aux États-Unis, ce n'est pas nécessairement rapatrier les meilleurs emplois. C'est évidemment donner de l'emploi, par contre, à une classe citoyenne qui en a probablement grand besoin. Mais ça a amené beaucoup d'entreprises à repenser leur chaîne de valeur. Un autre élément dans lequel on a été plongé et qui ne date pas nécessairement de la COVID, c'est les guerres tarifaires. Mais ça, c'est un élément qui est quand même neuf. Avant 2017, on n'a pas besoin de remonter loin, des guerres tarifaires, c'était pas mal une espèce en voie de disparition. Mais les deux hommes que vous voyez là sont des hommes qui croient aux guerres tarifaires. Alors, celui que vous voyez à gauche sur la photo et que vous n'avez pas reconnu tout de suite parce que ce n'est pas le président des États-Unis, c'est Robert Lighthizer, c'est le représentant américain au commerce. Il fait partie de ces quelques personnes qui sont autour de Donald Trump et qui croient que l'économie américaine a trop donné au commerce mondial. Il fait partie de ces gens qui obéissent à une certaine idée, c'est que les États-Unis n'ont plus à être les leaders de la mondialisation économique, ils doivent être les gagnants de la mondialisation économique, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on n'essaie pas d'imposer un modèle, on n'essaie pas d'amener des façons de faire qu'on veut exporter, on n'essaie pas de faire des alliances. On veut être tout simplement les gagnants et dans chaque relation bilatérale, on veut voir un plus. On veut éviter les déficits commerciaux.
Et vous l'aurez peut-être remarqué, ceux parmi vous qui ont suivi les chiffres autour de la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine, la guerre tarifaire que les États-Unis ont menée à la Chine, elle a donné ses fruits dans le sens où on a beaucoup réduit le déficit commercial avec la Chine, énormément. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a augmenté avec d'autres pays. Celui avec lequel on l'a le plus augmenté, c'est la petite colonne rose que vous voyez sur le graphique, c'est le Vietnam. C'est ce pays-là qui a le plus profité de la guerre commerciale. Maintenant, vous avez d'autres pays asiatiques sur la photo, mais il y a aussi le Mexique qui a gagné de la guerre commerciale avec Taïwan, Thaïlande, d'autres pays comme ça ont beaucoup gagné de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et ce qu'on constate, les chiffres sont encore un peu à valider, mais c'est probablement que les États-Unis n'ont pas diminué globalement leur déficit commercial, ils l'ont juste déplacé. Mais ça fait partie du jeu, c'est là, c'est dans l'écran radar, les guerres tarifaires sont revenues alors que ça n'était plus tellement à l'ordre du jour. D'autres éléments qui conditionnent depuis quelques années, hein, toujours avec une certaine perspective historique, il ne faut pas remonter loin dans le temps pour ne plus voir ces éléments-là, ils sont relativement nouveaux, c'est le commerce numérique et le commerce en ligne. Là, c'est le juriste qui parle. Les juristes, dans les accords de commerce, font toujours la différence entre le commerce numérique et le commerce en ligne. Alors, c'est pour ça que j'ai mis deux images. Le commerce numérique, c'est le commerce de choses dont on fait les transactions avec des 0 et des 1. Ce sont des produits numériques. Ce sont des abonnements à Netflix. Ça se consomme sur votre ordinateur. C'est tout ce que vous téléchargez. C'est tout ce pourquoi vous faites une transaction ou tous les abonnements que vous prenez qui se consomment en mode numérique. Alors que le commerce en ligne, dans le jargon des juristes et dans le jargon des accords de commerce, ça, c'est autre chose. Alors, comme l'illustre l'image de droite, le commerce en ligne, c'est une transaction qui se fait en ligne par les ordinateurs. Vous voyez les deux mains qui sortent. Mais il y a de la marchandise qui est impliquée. Il y a un bien tangible qui est impliqué, ce qui est illustré par le sac que vous voyez là. Et ça suppose qu'il y a une transaction internationale de marchandises. Il y a un colis qui entre sur le territoire. Alors ça, c'est de l'importation de marchandises. Dans l'ASEUM, par exemple, dans l'accord Canada, États-Unis, Mexique, ça s'appelle un envoi express. Ça ne s'appelle pas du commerce électronique. Alors, ce sont deux phénomènes qui sont différents. Il faut bien garder à l'esprit la différence entre les deux, mais les deux sont en montée fulgurante. Et ça change l'économie, bien sûr. Alors, quelles sont peut-être des tendances qui sont amenées ou qui sont renforcées par la COVID? Alors là, je suis désolé, pour des raisons techniques que je ne suis pas arrivé à m'expliquer, j'ai travaillé quasiment 1 heure à essayer de clarifier l'image, de mieux télécharger le machin. Je ne sais pas pourquoi. C'est encore flou. Ça vient du secrétariat de l'OMC. Ce sont des données qui datent du 22 avril 2020. C'est un nouveau phénomène amené par la COVID qu'on appelle le précautionnisme. Alors, ce qui est illustré ici, c'est le nombre de restrictions aux exportations et non pas aux importations. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les mesures protectionnistes des États, pour leur immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, c'était des restrictions aux importations. Les États voulaient protéger leur marché en empêchant la concurrence étrangère d'entrer. C'était comme ça que se manifestait le protectionnisme. Aujourd'hui, depuis la COVID, et ça c'est un phénomène qui a vraiment remonté d'un seul coup, on a une nouvelle forme de protectionnisme que plusieurs appellent en français le précautionnisme, qui sont les restrictions aux exportations. Des choses qu'on veut garder chez soi. On ne veut pas les vendre. On les produit chez soi et on les garde chez soi. Et on fait beaucoup de production, non pas pour vendre à l'étranger, parce qu'on ne veut pas, mais simplement pour approvisionner notre population. Donc, un peu par esprit de précaution, on veut s'assurer qu'il y a assez de ces choses-là sur notre territoire. Ça inclut évidemment tous les équipements de protection médicaux. Ça inclut aussi de l'alimentation, ça inclut des médicaments. Là, ça soulève une immense question que les experts de droit international commercial observent avec fébrilité. C'est qu'est-ce qui va arriver quand on aura le médicament? Si jamais le médicament est trouvé dans un pays qui ne veut pas participer à l'initiative COVAX, on a un problème. Qu'est-ce que c'est l'initiative COVAX? C'est une entente qui est pilotée notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui vise à s'assurer que quand on aura le médicament, il pourra faire l'objet d'une circulation internationale.
et on va le distribuer. Et les contrats qui auront été signés par les gouvernements, les différents gouvernements, vont être honorés. Alors, si le Canada a acheté pour 76 millions de doses, il a signé différents contrats, le Canada, ben, les 76 millions de doses signés avec la compagnie X, Y ou Z vont être honorés. Et si le médicament a été trouvé dans un pays affilié à l'initiative COVAX, ben, le médicament va entrer au Canada. Mais il y a des pays qui ne font pas partie de l'initiative COVAX. La Russie et les États-Unis, entre autres. Alors, si le médicament est prêt à être mis en marché d'abord dans ces pays-là, peut-être qu'on a un problème. Et là, on fera peut-être face au précautionnisme. L'autre phénomène qui est amené par la COVID, c'est le raccourcissement des chaînes de valeur. Et la CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, ou UNCTAD peut-être, que vous le lisez surtout en anglais, ces choses-là, la CNUSED dit on est devant une tempête parfaite. Avec le contexte qui existait auparavant et avec l'arrivée de la COVID, on voit maintenant que les chaînes de valeur vont être vraiment affectées. Le ralentissement économique, évidemment, de la COVID, parce que ça, c'est sûr que c'est une conséquence majeure. C'est peut-être la première de la COVID, c'est de ralentir l'économie. Bien, la COVID va avoir deux types d'impacts. Des impacts immédiats qui vont changer les chaînes de valeur, qui va amener évidemment une récession globale, un choc dans l'offre et la demande, et des impacts à long terme. Et donc, la CNUSED, dans le World Investment Report de cette année, nous dit qu'on est devant une tempête parfaite et ça va prendre du temps avant de rétablir la confiance entre les réseaux d'affaires. Ça va être difficile. Donc, il faut s'attendre à ce que, même si la COVID elle-même, la question médicale, la question sanitaire se règle peut-être au cours de l'année 2021, la reprise économique, elle, va être beaucoup plus longue que ça parce que l'activité économique et les réseaux d'affaires ne se remettront pas en place comme ça. Ça va être long. Un autre phénomène qui est amené par la COVID ou qui est amplifié par la COVID, c'est évidemment l'obsession des gouvernements de lutter contre le chômage. La COVID entraîne énormément de chômage, bien sûr, et nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est remettre les gens au travail le plus vite possible. Alors, ça se manifeste un peu de deux façons, que j'illustre par les deux images que vous voyez là. La première, c'est que les États investissent beaucoup, dans beaucoup de gros contrats, dans les infrastructures, entre autres. On sait que les États-Unis ont annoncé qu'il y aurait un immense, si Joe Biden l'emporte, là, d'après les dernières nouvelles, il semble que ce soit lui là, qui a dorénavant les meilleures chances de l'emporter, d'après ce qu'on peut voir. Il y aura un immense programme d'infrastructure aux États-Unis, mais celui-ci sera accompagné de nombreuses clauses Buy American. Donc, c'est aux États-Unis qu'il va falloir acheter. Alors, ces grands programmes-là d'infrastructure vont viser, bien sûr, à relancer l'emploi, relancer l'économie. Normalement, ces grands contrats-là d'infrastructure sont soumis aux accords de libre-échange et un soumissionnaire qui est lié par les accords des marchés publics de l'OMC devrait pouvoir, et c'est le cas du Canada, devrait pouvoir postuler sur beaucoup de ces contrats-là. Mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas parce que les gouvernements se retournent sur eux-mêmes pour lutter contre le chômage. L'autre forme de lutte au chômage, c'est l'achat local et national. Je l'illustre ici par une mesure que vous connaissez bien au Québec, le panier bleu, qui n'a peut-être pas connu les succès qu'on aurait voulu, mais il y a de nombreux gouvernements de par le monde qui ont des programmes du même ordre. Et même les citoyens, même quand il n'y a pas de programme, les citoyens se tournent vers l'achat local et national. Il y a un certain repli et ça affecte bien sûr l'économie. On préfère acheter ces denrées localement que venant de l'étranger. Et ça aussi, c'est un phénomène qui a l'air de vouloir s'accentuer, qui était accompagné d'autres courants qui existaient déjà. Ça laisse un certain nombre de grandes questions, des questions qui sont un peu sans réponse. D'abord, l'intervention de l'État. Où est-ce que ça va? De quoi aura l'air l'intervention de l'État au lendemain de la COVID? Bien, il y a un peu deux grandes options, si on veut. Est-ce que les gouvernements vont continuer d'investir dans de grandes mesures de relance? On veut que l'économie reprenne de la vigueur et les gouvernements stimulent. L'autre option, ou l'autre vision des choses, c'est de dire, oui, mais on a déjà creusé un immense déficit pendant la COVID.
Et là, on voit les trous fiscaux budgétaires qu'on a creusés. On ne peut pas continuer d'accentuer ça. Alors, est-ce que les gouvernements mettront le pied sur l'accélérateur ou est-ce qu'ils mettront le pied sur le frein? Grande question. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça, mais ça fait partie de l'inventaire des questions, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a aussi la question de l'économie verte et de la lutte au changement climatique. On était dans une ère où on avait lancé, et ça, la COVID a mis un frein immense à ça, dans une recherche par les gouvernements d'une économie plus verte. Vous avez certainement entendu parler du European New Green Deal. Aux États-Unis, il y a aussi un New Green Deal qui va être promu. Vous savez peut-être que c'est beaucoup porté par une aile du Parti démocrate, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est une des vedettes montantes du Parti démocrate, qui va certainement mettre de la pression éventuellement sur un président démocrate, si Joe Biden est élu, pour une économie plus verte. Donc, mesures d'ajustement aux frontières pour les produits qui consomment, dont la production consomme beaucoup de carbone. Donc, ces mesures d'ajustement aux frontières pourraient avoir un impact sur l'économie, un impact évidemment salutaire sur l'environnement, mais il y aura des ajustements à faire. Alors, si des gros acteurs comme l'Union européenne et les États-Unis allaient vers ça, mais là, c'est à voir, ça fait partie de la bulle où on ne sait pas trop, on est dans les hypothèses, dans les questionnements. Ça peut changer les choses. Est-ce qu'on sera donc dans un mouvement de continuité ou dans un mouvement de rupture? Est-ce qu'on voudra vite relancer l'économie en se disant qu'il faut qu'on sorte de là, coûte que coûte, ou est-ce qu'on dira non, on vient de faire une prise de conscience, cette planète-là est globale, cette planète-là nous soumet à des défis globaux. Le premier de ces défis-là, avant la COVID, c'était les changements climatiques. Il faut continuer d'agir avec cette perspective-là. Donc, quelle sera l'attitude des grandes administrations, des grands gouvernements et quels seront les impacts sur le commerce international par la suite? Il faudra voir également l'attitude des États-Unis à l'égard du commerce international. J'ai envie de dire que peu importe la couleur du président qui va finalement être déclaré élu à l'issue de tous les comptages qu'on voit, on a aux États-Unis une montée du protectionnisme qui est assez évidente et d'un certain repli sur soi. Donc, cette attitude-là des États-Unis est à observer de près. Maintenant, est-ce que les États-Unis, sous une administration démocrate, seront un peu plus respectueux de la parole donnée et des institutions? Parce que ça a beaucoup joué, évidemment, dans un passé récent. Est-ce qu'à l'OMC, on va arrêter? Moi, j'ai assisté à des réunions de l'organe de règlement des différends de l'OMC où j'ai pu voir l'ambassadeur des États-Unis à l'OMC pointer du doigt son homologue chinois, ce qui ne se fait pas, ce qui est une insulte en diplomatie, ou employer des termes qui ne s'emploient pas en diplomatie. Dire, par exemple, qu'un pays ne comprend rien à certains enjeux, ça ne se dit pas. En diplomatie, il faut toujours dire « mon pays ne comprend pas » ou « mon pays n'accepte pas ». Il faut parler pour son pays. On ne fait pas d'affirmation sur le pays de l'autre. Donc, on ne dit pas « votre pays ne comprend pas » ou « votre pays est dans le tort ». « Mon pays ne comprend pas »,« mon pays n'est pas d'accord ». De la même façon, l'attitude des États-Unis, donc, dans un mode bilatéral avec la Chine, est-ce qu'on va essayer d'en arriver à des ententes un peu plus cordiales plutôt que de monter le ton? Est-ce qu'on va arrêter de prendre des mesures protectionnistes à l'égard des alliés, parce qu'il y en a eu pas mal dans les dernières années? Le Canada a fait les frais de plusieurs guerres commerciales ou éléments de guerres commerciales ou de tensions commerciales dans l'acier et l'aluminium, bien sûr, dans le bois. Le ton aussi des négociations qui ont mené à la signature de l'ACA a été très particulier. Donc, est-ce que cette attitude-là des États-Unis va changer? Ça pourrait assainir les choses un peu. Et est-ce qu'on sera encore devant des guerres commerciales ou est-ce qu'il y aura une relance du multilatéralisme? C'est une question qui recoupe celle que je viens de poser. Est-ce qu'on arrivera à une OMC qui sera un peu plus efficace, un peu plus dynamique? Est-ce qu'on arrivera à la réactiver? C'est à voir. Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin du multilatéralisme parce que, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, les défis qui se posent maintenant devant nous, au-delà des questions économiques, au-delà des questions commerciales, sont des défis qui ont une ampleur planétaire. On ne peut pas répondre à une crise climatique par des accords à trois. Il faut qu'on soit un grand nombre d'États autour de la même table. On ne peut pas répondre à une crise sanitaire globale par un accord à 3 ou à 12.
Il y a d'autres enjeux comme ça, la cybercriminalité, la cybersécurité, la fiscalité, euh, le respect de la diversité culturelle. Il y a les crises migratoires. Les crises migratoires, c'est un autre enjeu. On ne peut pas régler ça à deux ou à trois. Il faut que tout le monde soit d'accord sur un certain nombre de principes. Donc, on est aujourd'hui dans une ère où, très vite, les débats ont une ampleur planétaire. Et le multilatéralisme est absolument crucial pour ça. On ne peut pas se contenter d'une litanie d'accords commerciaux régionaux en disant « Ah, il y a des alliances, puis ça va se régler comme ça ». Le spaghetti bowl ne permet pas ça. Donc, on est devant des éléments là, qui méritent réflexion. Comment relance-t-on l'économie? Comment rétablit-on les choses tout en étant respectueux d'un certain nombre d'autres principes? Alors, voilà un peu les grandes questions qui se posent à nous. Donc, il me reste simplement à vous remercier pour votre écoute. J'espère qu'on aura une bonne période de questions. Je vous invite à les poser, n'hésitez pas. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Plusieurs parmi vous sont plus férus que moi sur bien des enjeux. Donc, ça me fera plaisir qu'on en discute ensemble. Alors, voilà. Donc, merci infiniment, M. Ouellet. On est désolé pour le départ. On a un petit problème avec le PowerPoint, mais on s'est rajusté. Donc, j'invite les gens qui veulent poser des questions vraiment à y aller. On peut vous donner la parole. Donc, en attendant d'avoir des questions de nos participants, je commencerai avec une. On ne sait toujours pas qui va être le président des États-Unis à l'heure où on se parle. Oui. Vous avez parlé de probabilité que ce soit Biden. On sait qu'à l'OMC, l'OMC est à la croisée des chemins. Il y a un problème, là, le système de règlement des différends est bloqué à l'OMC. Donc, je me demandais si, selon vous, si jamais c'est Biden là, qui est élu président, est-ce que vous pensez que ça va changer la donne à ce moment-là du côté de l'OMC? Ça pourrait. Moi j'ai de l'espoir que oui. Les États-Unis, il faut le savoir, ont été les grands concepteurs hein, de l'OMC. C'est John Jackson qui est un prof de droit américain, et c'est des équipes de négociateurs américains qui ont mis en place l'OMC. Puis avant ça, le GATT, c'était d'abord une idée américaine. C'est Cordell Hull qui était un grand négociateur américain, un grand humaniste comme il s'en fait plus, qui avait conçu le GATT. Les États-Unis étaient un peu les leaders du système. Ils ont commencé, puis il ne faut pas penser que c'est purement Trumpiste, hein, ce phénomène-là. C'est sous Obama que ça a commencé, le blocage de la nomination des juges à l'organe d'appel de l'OMC. Et le blocage des négociations n'est pas seulement dû aux Américains non plus. Donc, il y en a plusieurs autres là, qui ont leur part de tort là-dedans. La Chine doit faire acte là, d'humilité là, parce qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils pourraient changer dans leur pratique commerciale. Mais une chose qui pourrait changer assurément, c'est une espèce de volonté de faire fonctionner les choses. À l'époque, on n'a pas besoin de remonter non plus à Mathusalem. À l'époque de Bill Clinton, les États-Unis tenaient à être les leaders de l'Organisation mondiale du commerce. Ils ont fait nommer d'ailleurs un Américain comme président du premier groupe de juges à l'organe d'appel. C'était un ami de Bill Clinton d'ailleurs qui avait été nommé. Donc, on peut espérer au moins un changement de ton. On peut espérer aussi qu'avec le départ de Robert Lighthizer, s'il n'est plus le représentant américain au commerce, il y a des griefs qu'on n'entendra plus. Il y a un grief, entre autres, puis vous êtes économiste, peut-être que ça vous intéressera, vous avez plus de connaissances que moi. On a dit beaucoup de la Chine qu'elle conservait sa monnaie à un taux trop bas, hein, qu'elle dévaluait sa monnaie artificiellement pour favoriser son commerce international. Les États-Unis ont ce reproche-là à faire à la Chine. Mais le Fonds monétaire international, il faut croire, n'est pas d'accord avec les États-Unis là-dessus parce qu'ils ont intégré le renminbi, la monnaie chinoise, dans le panier de devises de droits des tirages spéciaux, qui est l'espèce de semblant de devise fictive là, qu'on applique à beaucoup de transactions internationales, notamment sur les emprunts des États, puis sur les marchés publics. Et donc, il y a des griefs qui sont adressés à la Chine qui n'ont pas nécessairement de fondement. Il y en a d'autres qui en ont des fondements. L'intervention de l'État, de l'État chinois, va, me semble-t-il, assez clairement à l'encontre de la lettre, sinon de l'esprit de plusieurs accords de l'OMC. Donc, il y a peut-être des terrains d'entente à essayer de chercher un peu plus, puis d'atténuer un peu les tensions entre les deux géants. Super. Je vois dans le clavardage qu'on vous remercie pour cette excellente présentation.
Et je vois une question d'une participante qui demande, pouvez-vous élaborer sur le New Green Deal en Europe et aux États-Unis? Quel en est le niveau d'avancement? Ben, c'est une très bonne question. J'avoue que je n'ai pas suivi ça dans les dernières semaines, alors ma réponse date un peu de quelques semaines. Le European Green Deal, c'est une espèce de vaste pacte que l'Union européenne, que les membres de l'Union européenne, les pays membres, essayent de mettre en place pour favoriser une meilleure conciliation entre un paquet de politiques publiques, et notamment, bien sûr, les politiques commerciales, avec l'environnement. Et ce qu'on veut faire, c'est faire porter sur les bons secteurs économiques le fardeau de la pollution qui vient avec les produits en question. Donc, le European Green Deal vise, entre autres, puis ça c'est l'aspect de commerce international que moi j'ai observé le plus, vise entre autres à mettre ce qu'on appelle des mesures d'ajustement aux frontières. Quand un produit arrive en Europe et qu'il a été qui a consommé beaucoup de carbone pour sa production, on va lui imposer tout de suite une taxe à l'entrée. Donc, pour ralentir le commerce de ces produits-là. À l'Organisation mondiale du commerce, on attend déjà des litiges à cet égard-là, mais on peut penser que ce ne sera peut-être pas si grave que ça s'il y a d'autres acteurs qui suivent l'Union européenne dans ce mouvement-là. Et un des acteurs duquel on espère qu'ils suivent, c'est les États-Unis. Mais ça, ce serait un virement à 180 degrés, si c'est ça. Là. Ça veut dire que le Parti démocrate a vraiment pris le contrôle. Notez bien une chose, hein? On est souvent... on observe de près l'élection à la présidence aux États-Unis. On fait un peu fausse route, hein, si vous me permettez, quand on fait ça. Pourquoi? Parce que le législateur, ce n'est pas le président, c'est le Congrès. Et ce qui compte, c'est d'avoir le vote dans les deux chambres. Les démocrates avaient, avant l'élection, le contrôle de la Chambre des représentants, n'ont pas le contrôle du Sénat. Hein, il leur manque, le Sénat, c'est 100 sénateurs, il en faut 51 pour avoir le contrôle du Sénat. Et même là, vous n'avez pas tout à fait le contrôle du Sénat parce que certains votes sont pris à une majorité des 2 tiers. Mais ça, ça fait des lunes qu'il n'y a pas un parti qui a eu la majorité des 2 tiers. Mais il faut au moins avoir 50% plus 1. Et là, en ce moment, la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, c'était hier soir, c'était encore 48-48 là, au Sénat. Et donc, le législateur américain qui peut bloquer beaucoup de choses que fait l'administration, donc l'administration présidentielle, le président et ses secrétaires, ça peut encore mener à beaucoup de blocages. Donc, c'est à voir. Peut-être que ce que Biden annonce dans sa campagne, il ne sera pas capable d'en livrer la moitié. Un des présidents qui a le plus souffert de ça, ça a été Barack Obama. Barack Obama n'a pas été capable de faire la moitié de son agenda politique à cause des blocages du Congrès. Parfait, merci. Je vois une autre question. Par curiosité, avez-vous émergé des plaintes à l'OMC relativement aux accords sectoriels et le respect de l'article 24 du GATT? Si oui, quelle est la position de l'organe du règlement des différends à ce sujet? Alors, c'est une excellente question. Il n'y a pas encore de plainte à l'égard, par exemple, de l'accord entre les États-Unis et le Japon ou à l'égard de l'accord entre les États-Unis et la Chine qui prévoit notamment l'achat de soya. Il n'y a pas encore de plainte. Pourquoi? Parce que si vous êtes le pays qui décide de faire une plainte à la fois contre les États-Unis et la Chine, là, vous venez de vous mettre les deux en même temps à dos. Il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça. Ou dans le monde du commerce électronique, vous mettez à la fois le Japon et les États-Unis à dos, vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, il y a beaucoup d'États. Un des pays, ou une des entités, je devrais le dire comme ça, une des entités qui a fait ça parfois, porter des plaintes contre des comportements entre deux pays, et donc une guerre qui ne l'implique pas, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, dans les années 90, avait porté des plaintes contre les États-Unis et les embargos qu'ils imposaient à Cuba ou qu'ils imposaient à d'autres pays avec lesquels ils ne voulaient pas faire de commerce. Alors, ça ne touchait pas le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis ou l'Union européenne et d'autres pays, mais l'Union européenne portait plainte par principe, pour faire respecter les règles. Mais là, l'Union européenne n'est plus tellement dans une posture de faire ça. Il faut qu'elle observe un peu le relèvement de sa propre économie. Ça ne va pas bien, l'économie européenne. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de plainte en soi. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que l'accord est bon, l'accord est correct au regard de l'article 24 du GATT. À mon point de vue, on est dans des accords qui sont illégaux, je mets des gros guillemets, au sens du droit de l'OMC.
mais personne ne va s'en plaindre et puis ça va continuer de s'appliquer. Nous avons encore un peu de temps. Donc, Oui. j'ai posé la question suivante, je vais la lire. Là. Plusieurs observateurs font remarquer que les institutions internationales, ONU, OMC, FMI, qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, ne répondent plus aux défis internationaux actuels. Est-ce que l'attitude des États-Unis sous Trump n'est pas simplement qu'un reflet de cette inadéquation? Oui, c'est une bonne remarque. Je suis assez d'accord avec ça. Avec un bémol près. Je pense que Trump lui, accentue le problème d'une autre façon. Moi, ce que je pense, c'est que sur des questions comme la lutte au changement climatique, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est, à mon sens, le plus important. Dans la lutte au changement climatique, je pense que les populations du monde sont, dans la majorité des pays, en avance sur ce que le gouvernement est prêt à faire. Les gouvernements sont presque tous à la traîne sur leur propre population. Les gens sont prêts à faire des sacrifices, les gens sont prêts à observer davantage leur panier de consommation, les gens sont prêts à voir qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour ralentir le réchauffement climatique, et les gouvernements ne bougent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas? Parce que si vous... Ça, c'est le principe de la majorité silencieuse, puis de la majorité silencieuse et de la minorité tonitruante, c'est que à chaque fois que vous allez prendre une mesure, bien, si ça nuit au commerce d'un autre pays, l'autre pays va se plaindre de vous. Alors, premier problème. Puis deuxième problème, c'est que ce sont ceux dans votre économie nationale, ceux qui sont sur votre territoire qui souffrent de la mesure, qui vont se faire entendre, puis la majorité silencieuse ne dira rien. Alors, les gouvernements ne bougent pas beaucoup sur ces enjeux-là, bougent moins vite que leur population. Et les grandes organisations internationales, et là je me rattache à la question qui a été posée, les grandes organisations internationales, elles sont toujours à la remorque de ce qu'amènent les gouvernements à la table pour l'ordre du jour. L'OMC, quand on dit l'OMC a décidé que, l'OMC ne décide rien. Ce sont les gouvernements qui sont à l'OMC qui décident que, ou l'OMC ne fait rien. Ce n'est pas l'OMC qui voulait rien faire. Moi, pour connaître beaucoup de gens qui travaillent au secrétariat de l'OMC, souvent ils seraient partisans d'une certaine action. Mais il ne se passe rien parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a bloqué une résolution ou qui a imposé ni plus ni moins son veto. Donc, les choses progressent peu. Parfait, merci. Je crois que je vais y aller avec une dernière question. On me demande si Biden l'emporte, est-ce qu'on peut dire adieu au commerce géré? Euh, c'est une grande question. Je pense que non. Je pense que les États-Unis vont rester beaucoup dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que ce soit Biden ou que ce soit Trump, le prochain président, son objectif, ça va être de relever l'emploi rapidement. Et soyez assurés que le prochain président va être beaucoup évalué en fonction du taux de chômage. Ça va jouer énormément. Ça va être je ne sais pas si ça va être la carte maîtresse, mais ça va être un atout majeur. Et donc, je pense que Biden va avoir des politiques commerciales, comme l'ensemble de ses politiques économiques et budgétaires, qu'il va vouloir mener à un relèvement de l'emploi aux États-Unis. Et une des façons de relever l'emploi, une des mauvaises façons, mais qui a l'air efficace à court terme, c'est de faire du commerce géré, puis de voir quand est-ce que je peux vendre, puis que ça produit de l'emploi chez moi, puis quels sont les secteurs que je veux protéger, puis pour lesquels je ne veux pas que ça entre trop. Donc, je pense qu'on va rester un peu... Le commerce géré, c'est probablement une tendance qui va survivre encore un certain temps, malheureusement. Bon, une toute dernière, si vous me permettez, qui semble intéressante. Pensez-vous que les États-Unis vont vouloir entrer à nouveau dans le PTP et quel sera l'impact sur le Canada? Ça fait partie des prédictions que j'aimais faire puis que je ne fais plus depuis un certain temps parce que je les rate trop souvent. En fait, il faut dire que les prédictions que j'ai ratées depuis 3 ans, c'est les prédictions toutes reliées à l'administration Trump. Ça, je les ratais toutes. J'en ai raté les 3 quarts. Là, je commence à comprendre comment ils réfléchissent, là, mais ils s'en vont. Alors, probablement que sous Biden, on va revenir. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Je peux me tromper, là. Mais vous savez que le PTP-GP, l'administration Obama en avait fait une priorité. Pourquoi? Parce que l'administration Obama disait on va montrer à la Chine qu'on est capable de se faire des partenaires dans sa zone géographique d'influence, ce qui est aussi sa zone économique première d'influence. On va montrer qu'on est copains
avec, dans les 12 pays qu'il y aurait eu, ils sont 11, là, mais dans les 11 autres pays, il y en a 7 qui sont dans la zone d'influence vraiment de la Chine. Alors, on va montrer qu'on est copains avec un bon nombre de pays là-dedans. Quand je dis 7, là, j'inclus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont évidemment, bien sûr, aussi proches des États-Unis, déjà. Mais l'idée, c'était d'avoir un partenariat transpacifique avec un beau chapitre sur les entreprises d'État qui est très difficile à signer pour la Chine. Et donc, si les États-Unis reviennent là et imposent encore un petit peu leur façon de faire, ils pourraient avoir leur réseau d'influence sur le Pacifique qui tient tête un peu à la Chine. Parce que là, on est entré évidemment dans cette espèce de guerre, là, ce que les auteurs appellent le Destiny for War. Là, on va espérer qu'on ne se rende pas là, où on essaye de voir qui est le plus fort entre le contender et celui qui est le champion. Là. Donc, faut voir. Mais moi, je pense que les États-Unis vont être intéressés à retourner dans le partenariat transpacifique. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois que le temps file. Donc, au nom de l'Association des économistes, M. Ouellette, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant, fort apprécié. Je rassure tout le monde sur le fait que M. Ouellette a accepté que l'on partage sa présentation PowerPoint. Donc, ceux qui ont manqué un peu le début là, des diapositives, ce sera disponible. Et je prends quelques instants pour vous parler de notre prochaine activité. Donc, en collaboration avec le Cercle Finance Québec, la section de la capitale nationale présentera le 16 novembre 2020 avec M. Éric Girard, donc ministre des Finances, la mise à jour économique du gouvernement du Québec qui est prévue pour le 12 novembre 2020. Donc, je vous invite à visiter le site de l'Association des économistes pour toutes nos prochaines activités et pour vos inscriptions. Donc, je remercie tout le monde qui était présent à cette conférence. Et encore une fois, merci beaucoup, M. Ouellette. Ça me fait grand plaisir. À bientôt à tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye.